Je pourrais dire première, parce que je peux dire que c'est une première. C'est vrai, t'as raison. Première. C'est bon? Vous êtes prêts tous? On y va? Florent, c'est bon? Allez! Bienvenue dans cette nouvelle aventure, dans ce nouveau podcast. Le premier invité ne pouvait être que Florent Pagny. Bonjour Florent. Oh, ne pouvait être que, non, tu peux en avoir plein d'autres. Ce podcast, il s'appelle Aura. Est-ce que ça te va comme titre? Oui, bien sûr, ça peut. Est-ce que tu penses que tous les artistes ont une aura? Oh, écoute, ça dépasse le problème de l'artiste. Je pense que les individus ont des auras. Et après, on les a plus ou moins puissantes, on les développe plus ou moins, on en est de plus ou moins conscient, mais l'aura appartient à chaque vibration de chaque individu. Comment tu te définirais ton aura? Ah, moi, la mienne, elle a beaucoup évolué. Moi, j'ai une multi-aura, c'est-à-dire qu'elle a démarré, c'était une aura qui passait inaperçue. Et comme la vie m'a amené dans tellement d'aventures où j'ai pu finalement passer de classe en classe et pour arriver dans un espèce de domaine un peu particulier, où là, on te parle encore plus de ton aura qui peut te permettre d'arriver à ce qu'on appelle du charisme. Mais bon, oui, elle évolue. Et justement, quand je viens te voir en me disant que il y a un moment, il faut s'arrêter de raconter des trucs et des machins, ou d'être toujours en promo, finalement, c'est peut-être pour pas trop l'abîmer. Parce que cette aura, elle dépend aussi de ce que tu es, de ce que tu envoies, des messages que tu envoies et de ce que tu racontes. Et aujourd'hui, ce que tu racontes, il faut y faire très attention. Alors, depuis qu'on s'est vu il y a 5 mois, tu t'es remis au boulot, tu es en pleine tournée. Est-ce que tu es satisfait? Moi, je travaille jamais, tu sais. Oui. Je fais que... J'ai la chance de vivre que de passion. Et que de... Et ça demande... ça demande beaucoup d'activité. Ouais. Mais c'est pas du travail. J'ai pas, tu vois, je me lève pas à un pas l'impression horaire. De travailler, disons. J'ai pas un patron sur le dos et j'ai pas des comptes à rendre. Si ce n'est que je dois assurer ce que j'ai à faire. Mais bon, c'est plus d'activité. Et en effet, dans le côté activité, je peux me retrouver à être plus actif que la moyenne. Et cette tournée, alors, ça te satisfait jusque-là? Bah oui, ça me satisfait. Dès le départ, elle me satisfait. Quand tu te retrouves justement dans un contexte que tu n'as jamais connu, où tu ouvres 2 soirs dans une ville en te disant, bon, moi, faire 2 soirs, ça a toujours été un peu difficile, parce que ça met du temps, et puis que finalement, ça s'est passé tellement autrement que je termine à faire 4, 5 soirs dans chaque ville, et tout le monde te dit, oh, vous auriez pu rester encore plus. Tu te rends bien compte que ça peut que bien se passer. Alors après, il faut que tu sois en forme. Il faut que tu puisses livrer ce que les gens viennent chercher. Et ils viennent chercher une voix, des messages et une personne, un véhicule qui leur envoie des messages depuis longtemps à travers la musique, à travers les disques. Ta tournée des 65 ans, c'est 68 dates, je crois. Ça se termine par des Olympias. Combien d'Olympias? Oui, ça, on aime bien le côté 20 Olympias. Alors, tu fais, performance, il y a beaucoup d'Olympias. Alors, c'est prestigieux, quoi. Tous complets depuis 1 an. Ouais, alors ça le truc. Ça t'a surpris? Bah oui. Moi, je suis pas habitué à ça. Donc là, tu fais, ah oui, en effet, il y a des choses qui ont changé. C'est vrai que bon, moi j'ai annulé la moitié de la tournée des 60. Il s'est passé tout ce qui s'est passé et on va pas repartir dans ce développement-là, mais c'est vrai que j'ai fini par faire quelques festivals pour rappeler que finalement je pouvais encore assurer et puis essayer de terminer un truc que j'avais commencé. Et puis voilà, il s'est passé encore toutes ces années et j'arrive pour la tournée des 65, donc 5 ans plus tard, avec une vraie tournée où il y a le spectacle complet et pas au milieu d'une programmation de festival. Donc, c'est complètement autre chose. Et en effet, moi, j'ai mis en vente mes billets 1 an avant, comme ça se pratique, quoi. Mais je ne m'attendais pas à ce que tout se vende dans les jours qui ont suivi la mise en vente. Mais aujourd'hui, c'est pareil. Tout le monde est connecté. L'information va très vite. Ça arrive sur ton téléphone et puis finalement, tu peux même acheter tes billets sur ton téléphone tout de suite. Et ça fait un espèce de truc qui change le mode de commerce et qui provoque des trucs où quand moi j'arrive sur scène, je leur dis bon, merci pour l'accueil, mais il faut se dire que ça fait quand même longtemps qu'on s'attend. Ouais. Et oui, parce que tu achètes un billet et tu vas voir le spectacle 1 an plus tard.
Il s'en passe des choses. Ouais. Et ce succès qui est démentiel, il a été décuplé depuis que tu as mené ce combat contre le cancer. Comment tu l'expliques ça? Est-ce que les gens viennent voir au fond celui qui a lutté, le ressusciter quelque Je part? pense qu'il y a un ensemble de choses. Je pense que c'est une conjonction de tous les paramètres. Bon, le premier, c'est que j'arrive quand même, tu vois, je démarre en deuxième chanson, je leur explique que je leur envoie mon plus vieux message, il va avoir 39 ans. Wow. C'est-à-dire que moi, ma première chanson, ce qui fait qu'aujourd'hui j'en suis où j'en suis, ce qui a tout déclenché, ça a déjà presque 40 ans. Et elle passe comme si elle avait été faite hier. Hein. Donc ça fonctionne toujours et encore. Donc le premier message commence à dater. Ensuite, j'ai de la chance parce que pendant ces 40 ans, j'ai eu des hauts et des bas, mais je me suis toujours bien retapé. J'ai passé beaucoup d'épreuves. Et puis j'ai continué, j'ai récupéré encore des beaux messages et j'ai eu beaucoup de succès avec des belles chansons. Et puis après, pendant toutes ces années, tu finis par me connaître un petit peu plus, tu finis par me voir raconter toutes mes histoires, toutes mes conneries, j'allais dire. Et puis, voilà, ta personnalité peut faire que il peut y avoir une sorte d'attachement. Et au moment où, en effet, il y a quelque chose de plus grave. Entre-temps, il y a eu une histoire aussi qui a chamboulé tout ça, c'est la Patagonie. Ouais. Où d'un seul coup, hop, tu te barres et tu vas aller vivre sur une autre planète. Et ça provoque aussi un autre phénomène, un autre imaginaire. Ouais. Et tu rajoutes à ça cette histoire de maladie. Oui, il faut bien le dire. Moi, de mon côté, jamais je me suis vu partir. Mais du côté du public, il y a des tas de gens qui se sont dit, va mourir. Mais moi, jamais j'ai eu ce sentiment parce que je me suis jamais retrouvé non plus dans un contexte comme je peux avoir d'autres amis qui l'ont vécu et qui sont même plus là, qui d'un seul coup, oui, se sont retrouvés avec des métastases partout. Enfin, tu vois, on sait de qui on parle. À un moment, j'ai pas eu cette aventure-là. Donc, oui, je suis parti et puis j'ai continué à faire ce que j'avais à faire malgré les traitements, ce qui fait que... Mais j'étais pas non plus par terre. Je pouvais assurer, quoi. J'assumais juste mon apparence, mon état qui était un peu différent, mais en même temps, j'ai des choses à faire, je peux encore les faire, alors je les fais. Et puis... tout ça fait peut-être cette mayonnaise qui fait qu'aujourd'hui, en effet, la tournée, elle se passe comme elle se passe. Le public te hisse en deuxième position des personnalités de l'année 2025, derrière Goldman et devant Cabrel, qui sont beaucoup 3 chanteurs. Oui, mais qui sont, eux, moins présents sur la scène médiatique et artistique, pour le coup. Ouais, enfin, Francis, il est encore en activité. Ouais. Oui, mais il n'a jamais été très... Oui, non, mais il faisait un album tous les 4 ans, c'est pas un hyperactif de tout ça. Et puis Jean-Jacques, il a décidé il y a 22 ans de plus revenir, et c'est des gens qui font ce qu'ils disent. Donc, voilà... moi, je suis toujours en activité, mais tu sais, ces classements, d'abord, c'est des classements un peu particuliers. Il ne faut pas trop s'attacher. C'est quand même assez ciblé. C'est fait par alors là, pour le coup, c'est TF1 qui avait récupéré ce sondage avec l'IFOP, qui s'embrouillait avec le JDD. Enfin, il y a un moment, tu commences à regarder, tu vois le JDD une semaine après qui sort un nouveau classement où je suis 5e, mais Bardella est 2e. Enfin, tu vois, et tu fais, ouais, allez, c'est bon, les gars, on va se brancher avec tout ça. Laissez tomber, on s'intéresse pas à tout ça. Bon, c'est des références et tout le monde te cite. Ça fait plaisir. De toute façon, aujourd'hui, tout est compétition. Alors, à un moment, tu apparais quelque part et on vient dire combien tu as vendu d'albums, combien tu as fait d'entrées, et puis ton classement et tout. Tout est référence. Ouais. Et donc, faut vivre avec, mais il ne faut pas non plus d'un seul coup rester collé là-dessus. Cette tournée, elle exige une hygiène de vie assez irréprochable, j'imagine. Tu t'es remis au sport ? Ouais, légèrement, t'inquiète pas. À 65 ans, tu pars pas non plus à faire 2 heures de salle. Hein. Donc, à un moment, ça va, je fais mes 10 minutes de rameur, mes 20 minutes de tapis et mes 50 pompes. Et tu manges mieux ? Je mange mieux. Je mange... déjà, je picole plus d'alcool. Et finalement, je prends mes pâtes à 4 heures. Et puis, je grignote quelque chose vers minuit, 1 heure. Mais c'est essentiellement une grosse platée de pâtes. Qui est toujours la même, plâtrée et puis tu te couches tôt, enfin tout de suite après la scène du coup non, en fait ce que je ne fais plus, j'explique, je m'excuse, mais c'est vrai que moi les dernières tournées je faisais ce que j'appelais la 3e mi-temps, parce que t'as des gens qui attendent encore dehors, ils veulent encore plus d'amour, et donc ils veulent et ils attendent par n'importe quel temps.
et à un moment, tu dis, oh, c'est tellement hard, allez, on organise. Et puis comme ça, il y en aura pour tout le monde. Et donc, je faisais une troisième virée, un autographe, photo, vous prenez là, le volet là, et puis ça se savait de plus en plus, et donc ça devenait de plus en plus conséquent. C'était une vraie troisième mi-temps. Bon là, c'est vrai que les médecins m'ont dit, si vous pouvez éviter de voir le moins de gens possible, si vous pouvez éviter d'aller prendre froid ou des choses comme ça, vous savez que vous n'êtes pas non plus dans la meilleure forme, vous pouvez vous retrouver avec certaines faiblesses, alors ne les provoquez pas si vous voulez faire une bonne tournée. Ce qui est pas mal, ce qui fait que tu dis, à la fin, vous m'attendez pas, je serai même plus là, je m'en vais sur la musique. Et en fait, tu vois même plus personne. Eh oui. Mais c'est pas mal parce que tu perds tellement d'énergie. Après, tout le monde veut venir te voir, venir te dire, échanger un mot, un truc et tout. Et à un moment, tu y es même plus, quoi. Tu gagatises un peu, tu fais ouais, t'es content. Et puis à un moment, voilà, il vaut mieux à la limite les fameux DR, départ rapide. C'est pas mal. Ouais. Et alors, pour une fois, pas d'hiver au soleil, pas d'hiver en Patagonie, où tu vis depuis combien d'années en partie là-bas ? 32 ans. 32 ans. En général, tu passes effectivement l'hiver en Argentine. Le pays de Javier Milei, le fameux, tu as récemment dit dans l'émission Quotidien, tu me vois arriver, et ça a fait beaucoup réagir. Ça a fait beaucoup réagir que l'homme à la tronçonneuse était un bon chef d'État. Alors, en quoi est-il inspirant pour toi qui vis en partie là-bas ? Mais non, mais moi j'ai pas de... Je suis pas pour quelqu'un. C'est-à-dire que je prends l'exemple de Javier Milei parce que c'est le président argentin qui est arrivé d'une manière abracadabrante, qui est un personnage hors norme, qui est fou, mais qui est pas con. Et donc, à un moment, il est capable de te faire des concerts de rock de 45 minutes avant de te faire un discours de président, mais où tu fais, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et 2 jours après, il a trouvé le moyen quand même. Alors, avec des copinages tels que notre ami Donald, puisqu'il revient et d'un seul coup, il renfloue les caisses où ils n'ont même pas fait un prêt, ils ont acheté du pesos. Donc, il a réussi à convaincre. En même temps, il a réussi à convaincre les Américains, ils lui ont fait ce coup-là, et puis derrière, ils se sont garantis qu'ils allaient avoir accès à tout ce que ce pays peut proposer de richesse. Donc, moi, je ne suis pas pour les politiques. Mais par contre, il y a certaines politiques pour lesquelles je suis obligé de constater que le mec, il a expliqué qu'il ne savait pas s'il allait pouvoir permettre au pays de s'enrichir de nouveau. Mais par contre, il allait proposer quelque chose à l'intérieur de l'État lui-même, où là, il allait faire une grosse économie, en considérant qu'en effet, les gens qui dirigeaient ce pays 20 ans auparavant, non, il y a eu 4 ans de trêve, mais ça n'a pas tenu, et ils sont revenus au pouvoir. Mais pendant ces 20 ans, ils ont pillé le pays. Alors lui, quand il a pris le pouvoir, il a expliqué qu'il n'y avait pas d'argent. Il n'a pas annoncé qu'il y avait 3300 milliards de dettes. Il a annoncé qu'il n'y avait pas d'argent, ce qui est mieux. Et il a dit, je vais pouvoir, moi, je sais comment je vais m'organiser. Et il s'est organisé à l'intérieur de l'État, où il a tout divisé, où il a expliqué, au lieu d'avoir 18 ministères, il n'y en aura plus que 9. Et puis, au lieu de vivre avec des chauffeurs et de vivre en première classe, vous allez prendre le métro, le bus et vous allez faire votre boulot. Et il n'y a pas d'argent. Donc, on va travailler pour essayer de stabiliser cette économie, d'arrêter cette inflation. Et il réussit ce coup-là. Alors, il est fou et en même temps, il a fait des études d'économie, il est bon en économie. Ce qui fait qu'il applique un truc. Mais en même temps, moi, ce que je retiens, c'est ce changement où finalement, à un moment, on se dit, on a des dettes, on a des problèmes d'argent. C'est peut-être déjà dans l'État qu'il faut voir comment on pourrait faire des économies. Parce que finalement, cet argent, c'est nous qui l'apportons. Et pourtant, finalement, ça part dans tous les sens. On nous surtaxe et on est de plus en plus endetté. Alors, il y a un système qui ne fonctionne pas. Donc, lui, il fait, au moins, celui-ci, je peux peut-être vous l'arranger. Et il l'arrange. En l'arrangeant, il fait venir des investisseurs. Et, en effet, il fait débarquer les Américains. Faire débarquer les Américains, c'est peut-être pas forcément
Et en tout cas, ça peut être que meilleur que ce qu'il y avait. Oui, ça peut être que meilleur que ce qu'il y avait. Ça, le Milei, tu sais que c'est un sacrilège. Tu t'es fait allumer par un chroniqueur d'Estelle Midi qui te traite de fraudeur fiscal. Ça rappelle de mauvais souvenirs. Non, le mec qui se met à délirer, à raconter n'importe quoi, parce qu'en fait, le problème, c'est que le mec, il connaît pas son sujet. Il vient me dire que je suis un fraudeur fiscal. C'est comme d'autres. Il y a des gamins sur Internet qui ils ont 25 ans, ils commencent à me dire il est parti vivre en Argentine pour pas payer d'impôts, comme si l'Argentine était un paradis fiscal. Abruti. Mais bon, je vais en Argentine, je paye des impôts en Argentine, je vis en France, je paye des impôts en France. Et en fait, ces gens-là connaissent jamais. Alors, je les ai déjà expliqués plusieurs fois, mais c'est pas parce que je les ai déjà expliqués que tout le monde va le comprendre. Mais à un certain moment, les règles fiscales françaises, elles sont pour tout le monde pareilles. Toute performance faite sur le territoire français est redevable à l'État français et au fisc français. Donc moi, je suis franco-français. Toutes mes performances, elles ne sont qu'en France. Donc je n'ai toujours que payé des impôts en France. Même quand je pars résident dans d'autres pays, c'est presque plus pour une vexation que pour un avantage fiscal, puisque je ne gagne pas d'argent à l'extérieur. Le seul avantage que j'aurais, c'est si je gagnais de l'argent dans plein d'autres pays. Mais ce n'est pas du tout le cas, moi, c'est que ici. Et ici, je paye ici. Et j'ai toujours payé ici. Et si un jour, je peux évaluer ce que j'ai déjà payé comme impôt, comme petit individu, tu fais, dis donc, pour un petit fils d'ouvrier bourguignon qui vient de province, c'est bien, tu as bien collaboré à la société et tu as bien apporté. Parce que oui, tant mieux. Ça veut dire que j'ai bien gagné. Et je me suis bien démerdé. Et alors, le même type ajoute fraudeur fiscal alors qu'il se fait soigner en France. Mais... Tu te fais soigner en France, pour le coup. Je me fais soigner en France. Depuis 2018, je suis redevenu résident français, donc bien sûr que je me fais soigner en France. Mais j'aurais pu me faire soigner en Argentine. En Argentine, le mec qui a mis au point la pompe du cœur et la greffe du cœur, c'était un Argentin. L'Argentine n'est pas un pays attardé. Médicalement, ils sont très en pointe. Tu faisais tes contrôles à Buenos Aires même, et sinon tu te faisais soigner en France, hôpital public ou privé ? Les deux. Les deux. J'ai commencé par le privé, j'ai fini dans le public. Et donc, ils sont incroyables. Enfin, moi, le dévouement des soignants que j'ai vécu et que j'ai chéri, il est assez exceptionnel. Écoute, si on parlait des réformes à faire dans des États, pour moi, la chose la plus importante dans la vie, c'est la santé. Le premier ministère, celui qui devrait avoir le plus de budget, c'est la santé. Le deuxième, l'éducation. Le troisième, la sécurité. Et puis c'est tout, ça s'arrêterait là. Après, on peut développer ce que vous voulez et laisser faire l'Europe. Mais la santé, oui, quand tu rentres dans les hostos, quand tu commences à pratiquer, à côtoyer ce monde-là, bien sûr que tu te rends compte qu'il y a des gens qui sont dévoués, il y a des gens dont c'est la vocation. À un moment, tu te dis, et puis qui font 2 heures de RER pour venir te soigner et qui sont pas bien payés. Mais c'est pour ça que quelque part, il faudrait peut-être un moment trouver le moyen de revaloriser toutes ces activités. Mais bon, de toute façon, attention, en France, le système médical est un des plus pointus au monde. Oui, bien sûr. Donc, mais c'est vrai aussi qu'il y a un moment, ça pourrait être un peu plus travaillé, contrôlé, parce qu'on généralise tout. Et au lieu de travailler cas par cas, en généralisant, il peut y avoir des abus. Et c'est vrai qu'à la fin, ça peut partir dans tous les sens et avoir des fuites, alors que si on se concentrait un peu plus, si on maîtrisait un peu et si on allait moins dans la généralité, on pourrait être encore plus performant et faire en sorte que les gens puissent vivre et travailler avec un peu plus de confort. Et alors, ce cancer, il est derrière toi ou t'as toujours des contrôles non, on a réguliers? toujours des contrôles. Les cancers, ils sont jamais derrière toi. Enfin, si, ils sont derrière toi, tant mieux. Mais en fait, tu sais qu'ils peuvent revenir d'un moment à l'autre. T'as des contrôles réguliers. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle le crabe. Oui, j'ai des contrôles alors, qui s'étalent de plus en plus. Au début, c'est tous les 3 mois. Maintenant, c'est tous les 4 mois. Ça va devenir tous les 6 mois jusqu'à ce que quelque chose peut se réveiller. Moi, tu sais, on a déjà tout vécu dans ce truc-là. Donc, à la fin, c'est pareil. Ça aussi, on est tous différents. On peut tous attraper la même maladie. Par contre, on n'est pas tous pareils pour la vivre. Et puis, on reprend l'exemple de Thierry. Tu vois bien, pendant 12 ans, il est resté tranquille. Et puis, au bout de 12 ans, d'un seul coup, ça s'est réveillé. Donc, en fait, et pendant ces 12 années, il y a un moment, il s'est dit, ça, c'est derrière moi, quoi. Non, il l'a jamais pensé. Il était comme toi. Il savait que c'était là, quoi. C'est là. Ça peut revenir d'un moment à l'autre. Il faut pas d'un seul coup crier victoire trop tôt. C'est tout. Et puis, comme on est un poil superstitieux, quand on te branche trop là-dessus, tu fais, non, laissez-moi tranquille. La voix est intacte. La voix est plutôt sympa, ouais. Ça donne quoi?
Celle-là. C'est À chaque fois que je te vois, je te demande. Tu m'as pris pour un jukebox. Mais parce que ça fait du bien d'entendre regarde, mais chanter. t'entends pas, regarde, rien quand Vas-y. je parle, t'entends pas mon Pas médium bien. comme il Non, je est, sens pas bien. claquant comme ça. C'est que non, la voix elle marche bien. T'as 11 ans quand tu découvres ta voix. À 11 ans, je découvre que j'ai un don. Donc, et tout le monde doit avoir un don. Tout le monde doit à un moment trouver ce qu'il fait de mieux, son point fort, comme je dis. Et puis le jour où tu l'identifies, eh ben vas-y, fonce, va, développe-le. Et puis en le travaillant, eh bien, entre le don et ton travail, tu vas peut-être avoir du talent et tu vas peut-être pouvoir faire des choses qui te donnent plein de plaisir, de joie et de liberté. Moi, ça a été le chant. Donc à 11 ans, je me rendais bien compte qu'en effet, j'ai découvert que j'avais... Mais je baignais dans une famille où ma mère l'avait aussi. Ouais, et donc, elle était soprano, ta mère. Elle était chanteuse, elle chantait, elle est jamais partie. Ouais, elle devait être soprano. Mais elle aimait chanter et puis elle adorait dès qu'il y avait un podium avec un micro, un peu de musique. Eh bien, elle adorait venir. Un truc que moi je fais pas. Tu vois, moi j'ai jamais été trop dans ce truc-là. Mais quand j'étais plus jeune et quand j'ai découvert ça, c'est vrai que j'allais voir. Je voulais tester, savoir si j'avais ce pouvoir. Si Ton grand-père maternel aussi avait une Alors, mon super voix, grand-père non paternel, et je ne l'ai jamais connu. Ouais. C'est des témoignages de gens qui m'ont raconté des choses où après tu fais ah bon, du côté de mon père aussi, parce que mon père, lui, vraiment le chant, pas du tout. C'est pas son truc. Ah non. Et c'est vrai que quand un jour on vient te raconter que ton grand-père paternel, que même ton père n'a pas connu, qui est mort très tôt à la guerre, première ligne, bah, en fait, avant d'aller mourir à la guerre, il allait chanter dans les églises et il avait une énorme voix. Ah bon? Bon. Une information, un témoignage de quelqu'un d'âgé qui avait connu cette personne. Bon, tu le prends comme... Et Donc puis ça ressort dans le bouquin. T'as de bonnes gènes. Bah, peut-être. Des deux côtés. Peut-être. Et t'as été vraiment remarqué sur un plan public bien plus tard. Est-ce que tu te souviens de ces années-là où l'enfant de Bourgogne fait ses classes, en gros, et émerge sur la scène publique? Est-ce que c'est laborieux? Est-ce que c'est des souvenirs de labeur, Non. de plaisir Écoute, ça s'est fait sur le tard, moi. J'ai accédé réellement à un public, j'avais déjà 27-28 ans. Donc c'était plutôt... c'est arrivé plus tard. C'est vrai que d'un seul coup, tu découvres un don, tu le développes un peu, tu regardes ce qu'il peut provoquer autour de toi, et puis à un moment, tu pars à la capitale, et puis la vie, elle t'amène dans d'autres expériences, comme de faire un peu de cinéma, qui est encore une autre aventure, mais tu sens que c'est pas tout à fait ton monde. Et puis t'attends qu'il se passe quelque chose avec ce chant, avec la voix, et puis il se passe rien, et donc tu laisses passer, et puis tu vas vivre d'autres expériences, tu vas te charger un peu. Et puis à un moment, t'es tellement chargé que comme il t'a rien arrivé, tu vas le provoquer. Ça, c'est le destin qui fait les choses. Et c'est pas parce qu'il y a des tas de mecs qui ont essayé de provoquer aussi, et puis il s'est rien passé. Donc, moi, j'ai essayé de provoquer. Ça, il allait rien se passer. Et puis il s'est passé des rencontres, des gens qui t'accompagnent et qui font que, ok, les choses peuvent évoluer. Alors après, il y a Vanessa, il y a les potes, il y a beaucoup de gens autour de toi. Et puis de seul coup, il y a moins de monde. Comment t'expliques ça, qu'à un moment donné, les disques ne se vendent plus, que tu es dans le creux de la vague? Tout ce qui monte redescend, déjà. Ensuite, j'ai pas les chansons qui fonctionnent, j'ai pas les titres, comme on dit. Est-ce que le fait de ne pas avoir de manager, d'agent, d'avocat, est-ce que ça... Non, ça, c'est bien. Ça, je peux te dire que ça tu préfères, mais est-ce qu'à ce moment-là, ça n'aurait pas été utile? Mais non, tu vois pas? au contraire. C'est justement là que tu vas faire tes armes. C'est là que tu vas apprendre. C'est dans ce moment-là que tu vas apprendre le plus. En fait, la problématique, c'est que quand tu deviens un artiste, y a un truc que tu sais pas, en effet, c'est gérer tout ce qui va t'arriver. Et c'est vrai que artiste, ça veut pas dire chef d'entreprise, ça veut dire artiste. Donc normalement, tu peux rester dans ta bulle et t'amuser. Moi, je me suis retrouvé dans telle galère
avec mon entreprise, puisque c'était moi, Ouais. avec des problèmes fiscaux, tout ça, qu'à la fin, j'ai fait « Waouh, putain, les mecs s'occupent tous de moi, mais eux, ils vont bien, moi, je vais pas bien. Allez, on dégage tout le monde, et puis je vais apprendre. Je vais apprendre qui je suis, ce que je fais, et à quoi je sers, et comment développer tout ça. » Et je suis devenu, en effet, un chef d'entreprise, parce que mon entreprise, c'est moi. Et pour régler et savoir comment les problèmes pourraient arriver et les régler et faire en sorte qu'il n'y ait plus de problèmes. C'est pour ça que la deuxième fois, quand d'un seul coup les problèmes reviennent au galop, alors que j'ai appris, j'ai compris et j'ai fait les choses comme on m'a expliqué, il était injuste que ça revienne. Donc je ne me suis pas laissé faire. Et je me suis battu 5 ans avec eux. Ils ont été jusqu'en procès, ils ont perdu leur procès, ils ont fait appel, ils ont perdu leur appel, parce qu'à un certain moment, j'avais bien fait les choses. Et tellement bien fait les choses qu'après, j'ai pu les régler comme il fallait, sans que... Alors, pour revenir à la réflexion, fraude fiscale, même l'animatrice, elle l'a repris tout de suite, mais il n'a jamais été condamné pour fraude fiscale, vous dites n'importe quoi. Et bien sûr, mais le croustillant, quand tu te mets à vouloir développer des trucs et des machins, et que tu es en plus ignorant, que tu sais pas, bah tu vas aller prendre le basique et tu vas raconter que des conneries. Et donc, nous, moi je dis nous parce que c'était moi et Universal qui se retrouvions dans cette situation, bah, on s'est défendu comme il fallait se défendre. Et puis, ça a mis le temps que ça a mis, ça a mis 5 ans quand même. Et puis à la fin, bah, au bout de 5 ans, on a convenu qu'il s'était trompé, que le Trésor public avait eu tort et que nous, on n'était pas condamnables et coupables. Bon. Mais le mal avait été fait, et donc à la fin, tu te retrouves 20 ans, 25 ans après, à être encore en train d'en parler, et de temps en temps, ça remonte encore, comme voilà, les gamins, il est parti là-bas parce qu'il veut pas payer ses impôts, il paye pas ses impôts, mais il vient se faire soigner en France, et t'écoutes ça, tu regardes ça, tu dis, moi j'aime toutes les races, mais alors vraiment les cons, je les aime pas. Il y a eu cette période difficile, on en parlait tout à l'heure, de creux de la vague, difficile financièrement aussi. Enfant, tu as vécu ça, le manque d'argent, même si tes parents ne te le faisaient pas sentir. Est-ce qu'à ce moment-là, ça revient Écoute, le manque d'argent, de ne pas avoir ce qu'on ou de voudrait... même pas avoir où te loger. C'est Philippe Stark qui est ton ami maintenant, qui te loge dans une bicoque. Il y a des périodes en effet qui peuvent être plus difficiles, mais surtout quand tu as déjà commencé à te débrouiller un petit peu, puis finalement tu redescends un peu, bon bah t'apprends, mais en même temps, comme je disais toujours, je pouvais vivre avec rien puisque j'étais déjà, je venais de rien. Ouais. Donc je peux retourner à rien, je connais déjà, c'est pas comme si j'étais né riche et que d'un seul coup je devienne pauvre. Bon bah j'étais né pauvre, je redevenais pauvre, c'était pas grave, mais toujours à vouloir se démerder, donc on se débrouille. Et c'est vrai que si tu as fait des bonnes rencontres, si tu as pu sélectionner les gens que tu vas croiser dans ton parcours de vie, eh bien voilà, tu peux à un moment rencontrer un mec comme Philippe Stark et te dire ah bah avec lui je deviens moins con, et en plus il peut me rendre un service à un moment où j'en ai besoin. Eh ben vas-y, profites-en. C'est le destin qui a bien fait les choses. Mais parce que tu as sélectionné. Des belles rencontres. Et un jour une femme. L'un jour, il y a la rencontre de ta vie à Sucena. Décisive, ça on peut... Bah, parce que ça va faire 33 ans, bien sûr que c'est décisif, puisque finalement ça a fonctionné. Alors que c'était pas forcément gagné au départ, on sait pas quoi. Tout le monde... Bon, moi j'ai toujours été un amoureux, alors c'est vrai que toutes mes histoires, toutes mes rencontres, c'était toujours avec passion et amour, et puis à un moment ça finit par se résorber, et c'est pas l'histoire que tu croyais. Bon, quand ta Sucena arrive... Il y a des paramètres importants où chacun a déjà vécu tellement de choses qu'on peut se rencontrer à ce moment-là et être débarrassé d'histoires qu'on n'aura pas besoin d'aller revivre, puisqu'on les a déjà vécues, et de se dire que ça peut fonctionner. Et c'est ce qui s'est passé. Alors oui, ça c'est une grande, grande chance. Pour moi, comme pour elle. Mais, et puis l'autre grande chance, c'est d'avoir pu faire 2 enfants de l'amour. Donc, quand tu as des enfants de l'amour... Inka et Aël, oui, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a un vrai équilibre. Et comme on dit souvent, on est un groupe. Et donc, ça se passe toujours très bien. C'est pas non plus... Ils sont jamais très loin.
Ouais, enfin là, ils sont partis. Ils ont Ils sont en leur vie. Patagonie. Ils sont en Patagonie, ils sont pas très loin, mais ils sont quand même. Mais bon, aujourd'hui, Mais ils vous sont pas voyez très beaucoup. loin. Ouais. Bah, ça va, Ouais. ils font comme nous, Ouais. ils passent d'un côté, de l'autre, ils ont des activités ici, ils ont des activités là-bas, ils ont les deux racines et donc les deux origines, ils sont bourguignons-patagons et donc ils peuvent, oui, ils peuvent alterner et puis ça va, et comme la vie est cool avec nous, ils peuvent le faire. Et ils se débrouillent aussi. C'est pas bisounours toute la journée. Non, mais moi ça je vous ai vu envoie, ensemble, je il y a peux une te dire belle que- complicité. Bah, vous avez des caractères oui, forts tous les mais, quatre. donc, mais tous les quatre. Ouais, et ouais, ça je sais envoie. bien, je sais bien. On se fait pas personne ne fait de cadeau Ouais. ni à l'un ni à l'autre. Ouais. Mais de toute façon, c'est fondé sur l'amour. Et donc, tant qu'il y a autant d'amour, les petites histoires à côté, elles Ouais, passeront ouais. toujours. Donc là, les enfants sont en Patagonie. Azucena est pas très loin. Toi, tu reprends des concerts à 64 ans, après l'interruption dont on a parlé. Et sur scène, tu as toujours la même fougue, tu as toujours la même envie. Bah, écoute, t'as plus de 5000 personnes qui sont venues, qui attendent depuis autant de temps, qui sont venues partager un moment, partager un moment d'amour. C'est que de l'amour, en fait. Parce que toutes les 4 minutes, on t'applaudit, on t'acclame, et toi, pendant 4 minutes, t'as véhiculé un message avec un son qui provoque des choses. Et donc, à la fin, quand tu t'es tapé 1h45 d'applaudissements et d'amour, Ouais. tu peux pas te lasser. Alors, après, moi, j'ai envie de dire souvent, j'ai un ego assez pas trop grand, donc j'aime vivre ça, mais voilà, je resterai pas 2h30 et puis je me mets pas comme ça devant tout le monde, genre allez-y, aimez-moi, envoyez-moi tout ça. J'ai pas cette nature là, mais bon, chacun avec sa nature. Moi, ce qui m'obsède, c'est ma voix, c'est que ma voix soit là pour que je puisse envoyer les fréquences qu'il faut envoyer et envoyer et véhiculer les messages qui vont bien et que les gens pratiquent dans leur quotidien. S'ils viennent dans cette salle, c'est qu'à un certain moment, eh bien, ils vivent avec ces chansons. Elles sont là, elles font partie. Des fois, on peut rester en boucle avec des disques et avec des titres. Et puis, selon ce qu'on a vécu, on le rattache à ce moment Bien sûr. d'émotion, triste ou gai, enfin tout ce que tu veux. Et donc, nous, ben voilà, on est le reflet de tout ça. Et ils viennent chercher ça. Il faut leur donner. Et avec tu dois plaisir. faire ça encore longtemps. Ben, c'est pas dur. Ah, les scènes, il y en a quelques-uns qui ont arrêté bien plus tard que toi, mais... Non, mais Qui tant que tu physiquement peux ne le se sentent faire. plus Non, de mais le faire. attends. Ouais. Tant que ta voix est belle, tant que ton oreille est bonne, que tu chantes juste et bien, que tu crois en ce que tu fais, que tu es sincère avec les messages que tu as envoyés, et puis que tu sais leur raconter. Là, par exemple, sur cette scène, je me permets un truc. Après 39 ans de carrière, je leur chante tout le nouvel album. C'est-à-dire que ça se fait jamais. Non. Tout un nouvel album, tu vas chercher les 2-3 titres importants, les Oui, autres, oui. tu leur proposes pas parce qu'ils veulent entendre les classiques. Ouais, grands tubes. Sauf que tout va tellement vite qu'en fait, moi, les nouveaux albums, eh bien, j'ai mis à jour les nouveaux messages. Parce que aujourd'hui, pouvoir chanter les braquages des sentiments, ou qui est une chanson qui explique qu'à un moment, on veut tous devenir des héros de notre temps, mais on fait que des photos de l'instant. À un certain moment, tu te dis, bah, on est en train de se faire bouffer par notre téléphone, mais ça fait longtemps déjà. Quand j'ai vu ce progrès arriver, accélérer, j'ai fait, oula, on va devenir notre téléphone. Les mecs me regardent, ils disent, mais qu'est-ce qu'il raconte lui ? Et non, notre téléphone est devenu nous. Il nous aspire tous les jours. On passe des heures à regarder, à se faire accaparer. On a 1 minute d'oisiveté. Non, on se met dans le téléphone et puis on commence à scroller. Ouais. Bah oui. C'est la Et nouvelle puis malédiction. on voit des trucs et des machins. Il y a un moment, ça te bouffe le cerveau. Tu relèves la tête pour essayer de reprendre le contact à la réalité. Tu es obligé de cligner des yeux. Et on t'annonce que tu as fait 4h30 dans ta journée. Mais j'ai perdu autant de temps. Et là, tu fais merde. Il y a un problème. Il y a un grave problème. En fait, oui, cet appareil est hyper pratique. Donc, tu peux plus t'en passer. Tu peux plus rien faire sans ton téléphone. Mais il est hyper toxique. Il faut que tu travailles sur toi et te dire stop, arrête, C'est arrête. une addiction. Eh ben putain, et je suis comme tout le monde, hein. Ouais. Je me fais avoir aussi. Et donc, ça te pose des questions. Tu te dis waouh.
Et puis c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, ces fameux réseaux sociaux et tout. Oh là là, je les appelle les réseaux sociaux parce qu'en espagnol, socio ça veut dire sale. Ah, ok. Réseaux sociaux. Et donc à un moment tu fais waouh putain on est parti dans des trucs. Alors bon. Je suis dans la descente, moi, j'arrive au 65, je peux aussi à un moment faire... Tu vois, je suis très hermétique à cette informatique, à tout ce progrès. Je l'ai mis de côté et puis je demande à mes enfants de s'en occuper. Ouais. Donc, et je pense que j'irai pas plus loin. Et puis, voilà, ma vie, elle va à un moment s'éloigner de tout ça. Et puis, je vais m'amuser à bénéficier et à profiter d'autres choses. La nature, des trucs qui te nourrissent autrement que ce monde virtuel où cette information générale de toute la planète, où tu vois tellement de violence, où tu es tellement lié à des choses qui te perturbent, que tu fais, wow, putain, j'ai arrêté de regarder la télé, les infos, parce que ça me déprimait le soir, mais là, ça devient pire. Ouais. Les jeunes artistes, ils doivent davantage composer avec. Est-ce que dans la jeune génération, il y a des artistes avec lesquels tu as envie de collaborer? Est-ce qu'il y en a qui t'inspirent plus que d'autres et lesquels? En fait, il y a eu une grande division ces derniers temps. C'est-à-dire qu'il y a quand même un autre genre de musique qui a pris le pouvoir. Alors aujourd'hui, par exemple, un des mecs les plus importants, c'est Gims. Moi, j'ai collaboré avec Gims. Ouais. Mais en même temps, on a été vite limité, lui comme moi, parce que finalement nos univers avaient peut-être du mal à se rejoindre complètement et à aller plus loin. Donc on n'a pas été plus loin, on n'a même pas fait un duo ensemble, parce que je pense que dans son univers finalement il fallait peut-être pas aller jusque faire un duo avec moi, parce que ils peuvent avoir des fois, les gens de ce monde-là peuvent avoir des fois des réactions en disant tu t'es corrompu quelque part. T'as été, enfin, c'est pas de la corruption, mais genre, en France, on mélange pas les torchons avec les serviettes. Et donc, à un certain moment, il y a des... Oui, mais t'as pu te mélanger avec le classique, avec l'univers du classique. Donc c'est différent. Le classique, il m'a laissé me mélanger avec eux parce que j'avais l'organe qui le permettait. Ouais. Quand j'ai commencé mes premières répétitions avec un grand orchestre, je suis rentré en pleurant. Parce qu'il me faisait tellement pas de cadeaux. Mais genre, attends, tu viens de la pop et tu viens de friter à ce répertoire, t'as intérêt à assurer, mon gars. Et première répétition, mais je courais derrière, j'y arrivais pas. Deuxième répétition, c'était presque pire. Et à la troisième, il s'est passé un phénomène particulier, parce que je suis arrivé, il y avait un conflit et j'ai réglé le conflit, et je l'ai réglé en faveur de l'orchestre. Et il y a soudain quelque chose d'autre qui s'est passé, et là, j'ai accroché les wagons, et là, j'ai réussi, j'ai passé mon épreuve, et j'ai été accepté. Et après, ils sont même venus me voir en me disant que vraiment, ils étaient très fiers d'avoir collaboré avec moi sur ce répertoire-là. Mais parce que j'ai passé l'épreuve et que j'avais l'organe qui le permettait. Je leur chantais Nessun Dorma et il était bon, mon Nessun Dorma. Donc à la fin, mais moi, je pourrais jamais rapper. Donc avec Gims, bon, ça n'a pas abouti. Si, ça a abouti, mais ça n'a pas été où ça aurait dû aller. Mais en même temps, Gims, il rappe presque plus. Non. Il chante. Et il chante, il fait vraiment des chansons mélodiques. C'est vrai qu'il a des textes qui me correspondent pas, le message me correspond pas, donc quand il m'a fait passer le message, j'ai regardé, j'ai fait je suis désolé, mais je vais donner mon texte, je vais prendre ta musique, mais je vais demander à Lionel Florence de m'écrire Le présent d'abord. Et donc c'est vrai que ça a pu créer tout de suite une rupture, parce que finalement j'allais pas au bout de son histoire. Mais dans d'autres, dans la génération même plus moi, il y a un encore. mec que j'aime vraiment bien, et même si là, l'autre soir, j'ai écouté son dernier album, et l'album, tu peux rentrer dedans et comprendre, c'est Orelsan. Et c'est vrai qu'Orelsan, dans les albums d'avant, j'ai toujours, alors quand Basique est arrivé, là, tu fais waouh. C'est incroyable. Merci, merci, parce que ça, c'est un titre qui d'un seul coup peut permettre à des gens qui ne sont pas ce public-là, qui ne sont pas attirés par cette musique-là, d'y aller. Tu vois, quand Diams est arrivée, elle a eu le même, elle a créé le même phénomène. Tout le monde a pu aller écouter Diams. Après, avec le temps, on pouvait en décrocher. Mais Orelsan, son Basique, il nous a tous rattachés. Et même si on n'était pas un public à écouter du rap, eh bien, on s'est éclaté à écouter ça, et c'était tellement bien fait, tellement intelligent, ça fonctionnait tellement bien que, bah oui, on a écouté du rap. Et avec lui, tu penses que tu pourrais collaborer ?
Ouais, peut-être plus parce que lui, il est un peu lonesome cowboy, c'est-à-dire il appartient pas à une bande, il est pas dans un, il est pas, pour moi, il est pas rattaché à un groupe qui viendrait le voir en lui disant pourquoi tu vas chanter avec Pani. Peut-être que lui, on pourrait trouver quelque chose, mais bon, c'est vrai que là, par exemple, son dernier album, je l'écoute et je me dis, je pourrais te filer des tuyaux parce qu'en fait, il est confronté à deux paramètres que j'ai pu déjà vivre, la paternité et la notoriété. Et tout son album traite un peu de ça, la difficulté de se retrouver en paternité et avec cette notoriété et son passé. Il se fait une thérapie. En fait, oui, mais ça sert aussi à ça. En même temps, c'est son inspiration. C'est ça. Il s'est retrouvé à faire un album et je pense qu'il est allé chercher l'inspiration qu'il avait, c'était de ce qu'il était en train de vivre et il est jeune. Hein. Donc, et bon, moi je l'aime bien, sa manière en plus de parler, il prend toujours un peu de temps et il est bien acide et ironique comme j'aime. Ouais, c'est un mec qui m'intéresse. Après... si je rencontre jamais Orelsan ou si on n'a jamais je t'en remettrai. J'arriverai à vivre quand même. Donc les albums on continue, la scène on continue, mais en revanche c'est la dernière saison de The Voice, c'est ça? C'est la dernière là. Mais oui, mais ça c'est pareil, bien sûr. À un moment il faut aussi se donner un peu de limite en se disant ok, j'en ai fait 12 sur 15 et là je vais peut-être arrêter. Mais en même temps... Non, pas du tout. J'ai d'autres choses. J'ai des trucs que j'ai mis en stand-by depuis des années en disant un jour je ferai, un jour je ferai. Oh, tu sais, l'Argentine, c'est une multivie. Hein. Ouais. Donc, il y a tellement de projets qui pourraient aboutir dans un monde comme ça, tout en étant content de revenir en Bourgogne où on s'est retrouvés. Alors, je peux te dire, le Pont-Levis, j'en ai entendu parler avec ton émission Pile, nous repassé il n'y a pas longtemps. D'un seul coup, ça remontait aussi. Tu fais, les gars, c'est bien. Tout le monde vient te voir en Bourgogne. Mais ça va, on gère. De toute façon, c'est un monument historique. C'est pas moi qu'on vient voir. C'est le monument historique lui-même. Il y a 2 monuments historiques. Oui, mais moi, je suis jamais là. Je suis là, je suis pas là, on me voit pas. Mais bon, l'Argentine, c'est vrai qu'il y a tellement de projets sympas qu'à un moment, tu fais, ok, j'ai bien donné. Pourquoi plus, toujours plus et quelque part, allez, profite un peu de tout ce que tu as pu faire avant. Et puis, mais en même temps, quand j'annonce que j'arrête à la 15e saison, j'ouvre tout de suite une porte en disant et je reviendrai peut-être à la 20e s'il dure jusqu'à 20 ans. Parce que ça sera comme un anniversaire. Comme j'avais en effet décidé de revenir à la 15e, simplement. Bon. Moi, je dis jamais, jamais. Donc, à la fin, tout est possible. Et puis, je peux être tout et son contraire. T'aspires à une vie plus tranquille? Oh non, non, pourquoi? L'Argentine, pour moi, c'est un peu plus de tranquillité. Mais... Oh, tu rigoles. J'ai pas géré la ferme. Ah ben non, c'est un enfer. J'ai plus de boulot là-bas qu'ici. Ah oui. Et tu te vois plus... passer de temps en Argentine ou retour aux sources en Bourgogne Mais attends, je sais pas ce que l'avenir me réserve et pour moi, je me dis pas que je vais formater les choses de telle ou telle manière. T'es fluide, t'es libre. Et attends, c'est un grand luxe. Bah ouais. Donc quand on a la chance de pouvoir être libre et d'être décisionnaire de son destin et de son futur, tu te dis voilà, je vais pas m'imposer un planning. Et je vais profiter de l'un comme de l'autre. Et pas non plus me dire, parce qu'à un certain moment, je disais printemps-été, tu vois. Oui, en fait, tu passais les étés. Finalement, tu vivais une année d'été. Parce que Ouais, presque. Sauf que c'est pas bon. Tu passais les mois ensoleillés en Patagonie et les mois ensoleillés en France. Ouais, ça correspondait. Ça pouvait être à peu près ça. Mais en fait, il faut quand même un peu de contraste. Il faut un peu d'hiver. Il faut un peu de pluie, un peu de neige. Là, on est servi. C'est ça. Et ça tombe bien, c'était la tournée, la dernière saison de The Voice. En fait, pour bien se raconter l'histoire... Quand j'ai démarré avec cette histoire de Patagonie, le projet, c'était en effet de faire tous les printemps-été. Ouais. Sauf que pendant 10 ans, j'ai fait les The Voice et les tournées. Donc... Et en fait, c'est toujours automne-hiver. C'est ça. Et en fait, quand j'avais fini automne-hiver, il fallait que j'aille l'autre côté m'occuper des affaires. Et je me tapais automne-hiver. Et donc, j'ai bouffé de l'automne-hiver pendant 10 ans. Donc, à un moment, non, il n'y a jamais rien de précis et de défini. Merci d'être venu. Merci d'être passé. Bon concert, à très vite. À très vite. Ouais.